Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Dans le contexte du conflit en Ukraine, l'Afrique ne peut pas rester silencieuse. C'est la position soutenue par le président congolais Denis Sassou Nguesso à quelques jours de la mission de plusieurs chefs d'État africains à Kiev et à Moscou vendredi et samedi. Nouvelle attaque sanglante à l'est de la RDC en Ituri. Plus de 40 déplacés ont perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi. Les principaux mis en cause, des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire. Et enfin au Sénégal, une loi d'orientation sociale a été votée en 2010. Objectif, faciliter l'intégration des personnes handicapées et leur accès à l'emploi. Pour les personnes vivant avec un handicap, plus d'une décennie après l'adoption de cette loi, leur situation n'a pas changé. L'Afrique ne peut pas rester silencieuse face à la situation en Ukraine. Ce sont les mots du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le président fait partie d'une mission de plusieurs chefs d'État africains qui doivent se rendre à Kiev et à Moscou vendredi et samedi pour y porter un message de paix. Émeric Torognon. Au bas de la passerelle de cet appareil, Denis Sassou Nguesso est accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Après les honneurs militaires à l'aéroport d'Abidjan, les deux chefs d'État et leur délégation se sont rendus au palais présidentiel pour un tête-à-tête et des signatures d'accords de partenariat. Cette visite du président congolais à Abidjan intervient à quelques jours d'une mission spéciale de médiation africaine dans le conflit russo-ukrainien, un conflit aux conséquences lourdes pour le continent. Nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples. L'inflation gronde partout et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente. De vendredi à samedi, une délégation de chefs d'État africains, dont Denis Sassou Nguesso, se rend à Kiev puis à Moscou. Objectif, tenter une médiation pour apaiser les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, quelques 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix. À part le président congolais, la délégation sera composée de Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, du Sénégalais Macky Sall, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Hakainde Hichilema de la Zambie, de l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi et du président en exercice de l'UA, le Comorien Azali Assoumani. Ces 6 chefs d'État rencontreront tour à tour le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dirigeant russe Vladimir Poutine. Et sur le terrain de la guerre en Ukraine, toujours le président français Emmanuel Macron, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz et du président polonais Andrzej Duda, a confirmé lundi le début de la contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Écoutez-le. Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec soin, méthode, par une armée des dirigeants qui ont montré depuis un peu plus d'1 an leur détermination, leur bravoure et l'excellence de leur sens tactique et de leur organisation. Et donc, cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous avons tout fait pour l'aider dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit. Sanctionner la Russie pour stopper son effort de guerre, aider l'Ukraine à résister et à reconquérir le territoire, mais jamais à attaquer la Russie, et éviter toute forme d'escalade de ce conflit. C'est dans ce cadre strict que nous sommes intervenus pour soutenir l'Ukraine, son peuple et son armée.
Dans la nuit de dimanche à lundi, près de 45 déplacés du camp de Lala, dans le nord-est de la RDC, ont été tués par des groupes armés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit choqué après cette attaque brutale, dernière d'une série d'attaques impitoyables contre des personnes déplacées de force en RDC. Écoutez. La mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, MONUSCO, a condamné aujourd'hui l'attaque qui a eu lieu hier soir sur le site de déplacés de Lala, situé à environ 75 km à Bunia, dans la province de l'Ituri, à l'est du pays. Les premiers rapports que nous recevons indiquent que plus de 45 personnes ont été tuées et 10 autres ont été blessées. La mission de maintien de la paix a déclaré que selon ces informations, des membres du groupe armé Codeco sont responsables de cette attaque ciblée contre des personnes déplacées vulnérables. Les casques bleus ont renforcé la sécurité dans la zone en collaboration avec les autorités provinciales. La mission présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Nous venons de l'entendre, l'Est de la RDC a une nouvelle fois été touché par une attaque meurtrière. Selon des sources locales, des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire, ont attaqué un camp de déplacés en Ituri. Bilan, plus de 45 morts. Et les détails avec Émeric Torquignon. Selon des témoignages, de nombreuses personnes sont mortes dans cette attaque, brûlées à l'intérieur de leur maison et d'autres tuées à coups de machette par les assaillants. L'attaque survenue dans la nuit de dimanche à lundi, dans un camp de déplacés en Ituri au nord-est de la RDC, aurait fait au moins 40 morts, selon les autorités locales. L'armée congolaise condamne et dénonce un acte de sabotage des efforts de paix dans la région. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. Même si l'attaque pour le moment n'a pas été revendiquée, les autorités locales pointe du doigt la milice Codeco et déplore l'inaction de l'armée et des casques bleus. Pourtant, à 5 km du lieu du drame se trouve une base de la MONUSCO et des FARDC. Mais l'armée se défend et affirme n'avoir pas été alertée par les déplacés ni avant ni pendant l'attaque. Elle promet de traquer, de retrouver et de punir les auteurs de l'exaction. Les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. La veille, une attaque de la milice Codeco contre une position de l'armée, toujours en Ituri, avait provoqué la mort de 7 civils, dont 5 enfants et 2 femmes. Face à cette multiplication des attaques, l'ancien chef de guerre et actuel vice-premier ministre de la Défense, en visite dans l'est du pays, a appelé les groupes armés qui sévissent dans la région à déposer les armes. Et dans ce conflit qui persiste au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé que l'organisation onusienne voulait soutenir une solution africaine de sortie de crise. Comment ? Écoutez-le. Il y a un engagement massif de l'ONU par rapport à l'aide humanitaire au Soudan. Toutes nos agences sont fortement impliquées. Le RSSG adjoint est au Soudan pour coordonner cet effort. Et en même temps, nous allons, comme nous l'avons dit depuis le début, soutenir une solution africaine au problème, soutenir l'Union africaine et soutenir l'IGAD. Et nous nous engageons totalement à le faire. Nous n'avons pas l'intention d'avoir de protagonisme. Nous ne l'avons jamais fait. Nous sommes ici pour soutenir les solutions africaines aux problèmes soudanais.
Et au Soudan, toujours après plus de 7 semaines difficiles de conflit, 297 enfants ont été transférés de l'orphelinat de Migoma à Khartoum, au Soudan, vers un centre situé dans un endroit plus sécurisé du pays, selon les rapports des médias. Jusqu'ici, impossible de les sauver puisque la zone était inaccessible en raison des combats. Mathieu Nicolas pour les précisions. Wadi Madani, Soudan. Il est tard dans cette ville du centre-est du pays lorsque le convoi de la Croix-Rouge arrive enfin à destination. Dans ces véhicules, près de 300 enfants et 70 employés de l'orphelinat de Migoma à Khartoum. Ils ont parcouru 200 km pour être loin du chaos de la capitale. L'orphelinat était au cœur de la zone de conflit. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'évacuation de l'hôpital Migoma de Khartoum, en plein conflit. Là-bas, nous avons des lignes de front à 800 mètres de l'orphelinat. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu réaliser cette opération. Cela a été demandé par les deux parties. Faute de soins, d'électricité, de personnel et de nourriture, des dizaines d'enfants ont succombé, victimes de déshydratation et d'infections non traitées. La majorité étaient des nourrissons. C'était vraiment déchirant de voir tous ces enfants, dont certains avaient des problèmes de santé et de santé mentale, être là au milieu des combats. Ces enfants étaient là-bas, en danger depuis 6 semaines. Donc c'était vraiment un soulagement pour nous de pouvoir les mettre à l'abri. Au Soudan, plus de 13,6 millions d'enfants ont un besoin urgent d'aide humanitaire vitale. C'est le nombre le plus élevé jamais enregistré dans le pays. L'impact de la violence continue de menacer la vie et l'avenir des familles et des enfants, laissant les services de base coupés et de nombreux établissements de santé fermés, endommagés, voire même complètement détruits. Il faudrait, selon l'UNICEF, près de 900 millions de dollars pour faire face à l'impact de la crise sur les enfants. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisé par Noël Dong et Ahmed Chigno. Au Cameroun, John Fundi, l'opposant historique au président Paul Biya, est mort. Il était le fondateur et dirigeant historique du Social Democratic Front. Il est décédé à Yaoundé des suites d'une longue maladie. Il avait 82 ans. Ni John Fundi avait subi récemment une intervention chirurgicale à Genève, en Suisse. En 1992, lors de la première élection présidentielle pluraliste, John Fundi était arrivé en deuxième position avec 36% de suffrages derrière le président sortant, Paul Biya, 40%. John Fundi est né à Bamenda dans le nord-ouest, région anglophone en crise depuis 2016. Surnommé le chairman, Ni John Fundi a dirigé le SDF depuis sa fondation en 1990. En 2018, il avait renoncé à se présenter à l'élection présidentielle et avait annoncé qu'il quitterait la direction du SDF lors du congrès qui devait se tenir du 27 au 29 juillet. 3 dirigeants des NADA, un mouvement opposé au président Kais Saied, sont en grève de la faim depuis leur prison. Parmi eux, Sabi Atik, 64 ans, ancien député et ex-chef de groupe parlementaire qui observe une grève de la faim de protestation depuis 32 jours. Les 2 autres aussi auraient entamé leur grève de la faim pour les mêmes motifs. Protester contre leur incarcération, leurs conditions de détention et le non-respect de leurs droits fondamentaux. C'est leur parti qui a révélé l'information. Depuis début février, plus de 20 opposants à Kais Saied auraient été interpellés sous l'accusation de complot contre la sûreté de l'État. Le président Saïd a qualifié toutes les personnes arrêtées de terroristes. L'ancien président américain Donald Trump comparaît ce mardi devant un tribunal de Miami, en Floride. Donald Trump est inculpé pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Dans les cartons de documents qu'il a gardés figurent des secrets nucléaires selon l'acte d'accusation de 44 pages révélé vendredi. Cette affaire est la plus dangereuse pour l'ex-président républicain visé par plusieurs enquêtes. L'ancien président, qui ambitionne de revenir au pouvoir en 2024, fait face à pas moins de 37 chefs d'inculpation dont la rétention illégale,
d'informations portant sur la sécurité nationale, l'entrave à la justice et des faux témoignages. Donald Trump est le premier ancien président de l'histoire des États-Unis inculpé par la justice fédérale. Au Sénégal, une loi d'orientation sociale a été votée en 2010. Elle a pour objectif de faciliter l'intégration des personnes handicapées et leur accès à l'emploi. Mais pour les personnes vivant avec un handicap, plus d'une décennie après l'adoption de cette loi, leur situation n'a toujours pas évolué, comme elle le raconte dans ce reportage de Igor Couton. Chaque soir, Abbas Dramé prend ses quartiers sur cette avenue de Dakar. Agent de propriété urbaine, il travaille depuis bientôt 2 ans pour la Société nationale de gestion des déchets. Malgré plusieurs qualifications et diplômes, dont un en maintenance informatique, c'est la seule entreprise qui a voulu l'embaucher. Il y a eu énormément d'appels d'offres auxquels j'ai postulé, mais toujours il n'y a pas eu de suite. Bon, juste pour vous raconter une petite anecdote, pourquoi j'ai dit que c'est mon handicap qui était à l'origine. Dès que tu lis mon CV, même sans voir la personne, tu sais déjà que c'est une personne en situation de handicap. Un jour, je me suis dit que, attends, je vais essayer simplement d'enlever dans le CV tout ce qui est en rapport avec l'handicap. Et j'ai essayé. La première société à qui j'ai déposé, j'ai été appelé pour un entretien. Pour Serine Gueye, qui dirige une association regroupant des personnes diplômées portant un handicap, la situation des handicapés au Sénégal reste inchangée depuis des années et ils subissent des discriminations à l'embauche. Depuis des années, la situation des personnes vivant avec handicap en termes d'emploi, d'accessibilité et de santé reste pratiquement au même point. Alors que la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale est là pour résoudre cette équation. Cette loi dite d'orientation sociale, censée faciliter l'accès des personnes handicapées à la fonction publique, a été votée en 2010. En l'absence de son décret d'application, l'égalité des chances pour tous semble rester un vœu pieux. Seule l'application de la loi d'orientation sociale peut régler définitivement le problème des handicapés, pour ne pas dire les handicapés et diplômés. Et on a un quota de 15%. Or, nous savons que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15%. Au Sénégal, la formation, l'employabilité et l'épanouissement des personnes en situation de handicap restent un véritable problème que tentent d'éviter les autorités. Elles évitent tout commentaire sur le sujet. Et un détour par le Cameroun pour la dégustation visuelle d'un plat typique du pays, le ndolé. La spécialité figure dans le top 50 des meilleures cuisines au monde, selon le guide culinaire Taste Atlas. Ce plat représente une fierté pour le Camerounais, même s'il n'est pas encore inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un tour dans ces restaurants à Yaoundé qui ont fait du ndolé l'une des principales spécialités. Chimène Baléba, Pierre Parfait Nongo et Syringi Joy. Maman Sawa est une restauratrice très réputée grâce au ndolé. Ses clients en raffolent, à chacun ses exigences. Le ndolé, c'est une grande particularité ici. Nous faisons dans le ndolé crevette que les gens aiment beaucoup. Le ndolé morue, la vraie morue, pas la morue qu'on fume. C'est le porc fumé ndolé. Il se mange beaucoup, les gens adorent. La viande grillée et le ndolé à côté. À quelques mètres, un autre restaurant qui a fait du ndolé son menu star. Une astuce qui a eu un impact positif sur son chiffre d'affaires. Mais traditionnel Sawa, ce mélange de feuilles de vernonia et pâtes d'arachide fraîches a traversé les frontières grâce à son goût atypique. Ce n'est pas une surprise s'il est aujourd'hui 47e dans le top 50 des meilleures cuisines au monde du prestigieux guide culinaire international Taste Atlas. Une Anglaise qui a mangé ici hier, elle a même demandé ma carte. Plein d'Européens, plein d'artistes qui viennent hors du pays, ils veulent manger le ndolé. D'autres emballent, ils amènent, ils congèlent, ils amènent en Europe parce qu'ils sont contents. L'une de ses particularités, sa légère amertume. Sa cuisson exige alors beaucoup d'hygiène et de tact. Ail, oignon, poivre, c'est tout. Il n'y a pas d'autre condiment là.
mais j'entends comme le jinja, le doto, même le jangsang, dans le ndolé doto, je ne sais pas. Mais le ndolé est préparé le plus simplement possible. Si tu compliques, tu fais la diarrhée. Contrairement au dire des profanes, le ndolé se cuisine de la plus simple des manières, avec ses épices qui font notre quotidien. Les feuilles de ndolé peuvent être utilisées comme antibiotiques ou régulateurs des troubles digestifs. Plat emblématique du Cameroun, le ndolé s'impose sur toutes les tables au même titre que les grillades. Ce menu est alors omniprésent dans les cérémonies. Et avant de nous quitter cette belle image, vous connaissez tous le groupe Magic System. Eh bien, son leader, Assalfo, a décroché son diplôme de master en management d'une unité stratégique HEC Paris. Un nouvel exploit qui vient s'ajouter à sa longue carrière et qu'il a célébré comme il sait si bien le faire, en musique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.